Imaginez un matériau de construction qui refuse catégoriquement de brûler. Un matériau qui ne connaît pas la pourriture, sur lequel les moisissures n'ont aucune prise et qu'aucun insecte, du termite le plus vorace au capricorne le plus obstiné, ne peut entamer. Ce n'est pas une innovation de la Silicon Valley, ni une résine polymère hors de prix sortie d'un laboratoire secret de la défense. C'est une substance que la Terre produit naturellement et dont la caractéristique la plus troublante est son rapport au temps. Plus ce matériau vieillit, plus il devient dur. Au fil des décennies, il ne se dégrade pas, il ne s'effrite pas, il se transforme lentement et physiquement en pierre. Des murs érigés il y a des centaines d'années sont encore debout aujourd'hui, exactement dans leur état d'origine, sans jamais avoir été restaurés ni reconstruits. Pourtant, en 1937, 3 hommes ont décidé que cette technologie devait disparaître. Ils ont fait du cœur même de ce matériau un crime fédéral, rendant sa culture et sa vente illégales du jour au lendemain. Bienvenue sur Forbidden Camping. Ici, nous ouvrons ce qu'ils ont verrouillé. Si la connaissance enfouie a de la valeur pour vous, abonnez-vous et activez la cloche. C'est ici que nous faisons remonter à la surface ce que l'industrie a travaillé si dur à effacer. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous avons perdu, il ne faut pas regarder vers l'avenir, mais vers le passé. Là où la science était une observation patiente de la nature, plutôt qu'une course au profit. Notre enquête ne commence pas dans un tribunal ou un bureau d'architecte moderne, mais sur les rives d'un fleuve paresseux dans la France du VIe siècle. À cette époque, les ingénieurs mérovingiens construisaient les culées de ponts massifs en pierre. Pour lier ces structures, ils utilisaient un mortier étrange, un mélange de chaux et de chanvre. Les ponts eux-mêmes, soumis aux assauts du temps et des guerres, ont fini par s'effondrer. L'eau a gagné la bataille contre la pierre de taille. Pourtant, lorsque des archéologues ont récemment mis au jour les fondations de ces ponts, ils ont été frappés de stupeur. Après 1400 ans passés sous terre, dans l'humidité constante, les fondations en chanvre et chaux étaient parfaitement intactes. Aucun signe de dégradation structurelle, aucune fissure, aucune trace de moisissure. Ce n'était pas de la chance, c'était la manifestation d'un matériau remplissant sa fonction première avec une efficacité que nos bétons modernes, qui se fissurent en moins de 50 ans, ne peuvent qu'envier. Voyageons plus à l'est, vers les grottes bouddhistes d'Ajanta, en Inde. Le plâtre qui recouvre ces murs sculptés est resté impeccable pendant 15 siècles. Chaque année, lors de la mousson, ces grottes sont inondées. En 2016, des chercheurs ont analysé ce plâtre antique et ont découvert des fibres de chanvre compressées tissées dans chaque couche. 15 siècles d'inondations répétées et par un seul centimètre de moisissure. C'est une technologie qui respire, qui régule, et qui survit à tout ce que l'industrie chimique actuelle prétend résoudre avec des scellants toxiques et des membranes synthétiques coûteuses. Pourquoi ce matériau est-il si radicalement différent? La réponse réside dans une alchimie naturelle presque insultante de simplicité. On utilise le cœur ligneux de la plante de chanvre, appelée la chènevotte. Historiquement, les cordiers jetaient cette partie, la considérant comme un déchet inutile. Mais lorsqu'on mélange cette chènevotte avec de la chaux et de l'eau, et qu'on compacte le tout dans des coffrages, il se produit un phénomène que les chimistes appellent la carbonatation de la chaux. Ce n'est pas une prise chimique rapide et fragile, c'est un processus graduel, où la chaux réagit avec le dioxyde de carbone de l'air ambiant. Pendant des mois, et parfois sur une période allant jusqu'à 12 ans, la chaux se transforme littéralement en carbonate de calcium, c'est-à-dire en pierre calcaire. Le mur cesse d'être un mélange de fibres, il devient une structure minérale permanente qui séquestre le carbone au lieu de l'émettre. Une maison standard à ossature bois perd de son intégrité structurelle à chaque décennie, victime de l'humidité et de l'oxydation. Un mur en béton de chanvre, lui, gagne en densité physique à chaque année qui passe. Le contraste est total. L'industrie moderne vous vend de l'obsolescence programmée, tandis que les anciens bâtissaient des héritages géologiques. Les chiffres de performance sont impossibles à ignorer pour quiconque s'intéresse à la survie ou à l'autonomie. Lors des tests de résistance au feu standardisés, ASTME 119, ces murs ont été soumis à une température de 925 degrés Celsius pendant plus de 60 minutes de contact direct et soutenu. Résultat, aucune brèche. Le liant à base de chaux réagit à la flamme en formant une couche de charbon auto-extinguible en surface qui coupe l'apport d'oxygène. Le feu ne peut pas pénétrer.
À titre de comparaison, une structure classique en pin s'effondre totalement en moins de 10 minutes sous une telle chaleur. Le béton de chanvre a obtenu la classification de feu de classe A, la plus haute de l'industrie, sans aucun additif chimique, sans revêtement ignifuge d'usine, sans spray toxique. Le matériau produit sa propre protection. Et pourtant, la majorité des propriétaires ne connaîtront jamais ces faits. Ils continueront à payer des primes d'assurance élevées pour des maisons qui brûleraient comme des boîtes d'allumettes. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous en savez déjà plus que 99% de la population. Ce que je vais vous révéler sur la moisissure est encore plus alarmant. La moisissure a besoin d'un pH inférieur à 4,5 pour proliférer. La chaux dans le béton de chanvre maintient un pH stable proche de 12. Ce n'est pas seulement hostile, c'est létal pour les spores. Le mur élimine les conditions de vie de la moisissure avant même qu'elle ne puisse s'installer. Alors, pourquoi cette technologie est-elle restée enterrée? Pourquoi utilisons-nous encore des pins traités chimiquement? La réponse nous ramène dans les années 1930, au moment où l'industrie américaine du chanvre était sur le point d'exploser. Un inventeur avait mis au point une machine capable de traiter le chanvre à une vitesse industrielle, séparant la fibre de la chènevotte pour un coût dérisoire. En février 1938, le magazine Popular Mechanics préparait une couverture qualifiant le chanvre de culture qui allait devenir la ressource agricole la plus importante d'Amérique. C'était trop tard. 3 hommes avaient déjà scellé le sort de cette industrie. William Randolph Hearst, magnat de la presse et propriétaire de vastes forêts de bois de papeterie qui craignait la concurrence du papier de chanvre, 4 fois plus productif à l'hectare. L'entreprise DuPont, qui venait de breveter le nylon et développer des produits pétrochimiques synthétiques nécessitant des rachats annuels, contrairement au chanvre qui pousse presque gratuitement. Et Andrew Mellon, secrétaire au Trésor et banquier de l'Empire DuPont. En 1931, Mellon a nommé son propre neveu par alliance, Harry Anslinger, à la tête du nouveau Bureau fédéral des stupéfiants. Anslinger a alors lancé une campagne de fraude industrielle sans précédent, utilisant les journaux de Hearst pour assimiler le chanvre au marijuana, un argot alors inconnu, propageant des histoires de violence et de folie. En 1937, la loi sur la taxe sur la marijuana a été votée dans un simulacre de justice, créant un piège administratif où il fallait un timbre fiscal pour cultiver, mais où le timbre n'était délivré qu'à ceux qui cultivaient déjà. L'industrie s'est effondrée en 3 ans. Pourtant, le savoir n'est pas mort. Il a survécu en Europe, dans les grottes indiennes, et il revient aujourd'hui. Depuis 2018, le chanvre est à nouveau légal au niveau fédéral aux États-Unis, et en 2022, il a été intégré aux codes officiels du bâtiment. Pour tester cette méthode vous-même, le processus est d'une simplicité désarmante. Mélangez 3 parts de chènevotte pour une part de liant à la chaux et une part d'eau. Tassez le mélange dans des coffrages autour d'une structure en bois, retirez les coffrages après 48 heures et laissez la carbonatation faire son œuvre. Un mur de ce type coûte environ 20 fois moins cher qu'une isolation en mousse projetée et dure des siècles. Nous avons ignoré la valeur de ce déchet pendant 85 ans à cause de l'avidité de 3 hommes. Mais les solutions les plus efficaces ont déjà été découvertes. Le savoir ne survit que lorsqu'il est utilisé. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les secrets de l'étanchéité des murs pour quelques centimes et les méthodes de protection contre les nuisibles que les entrepreneurs préfèrent garder sous silence. Tout ce qu'ils ont enterré se trouve dans la chambre forte. Le lien est dans la description. Restez avec moi, car la suite va vous mettre en colère. La partie qui devrait véritablement vous mettre en colère commence ici, car elle touche à la structure même de votre foyer et à la santé de ceux qui y vivent. Dans l'industrie moderne du bâtiment, on vous vend une illusion appelée la valeur R, un indicateur de résistance thermique qui ne raconte que la moitié de l'histoire. On vous enferme dans des boîtes en plastique, isolées avec des fibres de verre ou des mousses chimiques qui emprisonnent l'air, mais aussi l'humidité. C'est ici que le conflit entre la dépendance moderne et la sagesse ancienne devient flagrant. L'homme moderne dépend de systèmes complexes de climatisation et de chauffage, de barrières de vapeur synthétiques et de ventilateurs mécaniques pour survivre à l'intérieur de ses propres murs. Si l'électricité coupe, la maison devient un four ou un congélateur en quelques heures, et la moisissure commence son œuvre silencieuse derrière le placo. Le béton de chanvre, ou Mpret, ignore totalement ce paradigme de la boîte hermétique.
Il ne se contente pas d'isoler. Il possède ce que les ingénieurs thermiciens appellent le déphasage thermique. Imaginez une batterie thermique naturelle. Le mur absorbe la chaleur du soleil pendant la journée, la stocke dans sa masse minérale et ne la libère à l'intérieur que 8 à 12 heures plus tard, quand la température extérieure chute. Ce n'est pas une barrière statique, c'est un régulateur dynamique. Les données sont sans appel. Une maison en béton de chanvre peut réduire les factures d'énergie de 50 à 70% sans aucun système high-tech ajouté. C'est une technologie passive qui fonctionne simplement par sa présence physique, et c'est précisément cette autonomie que l'industrie a cherché à effacer pour vous rendre dépendant de contrats de maintenance et de factures énergétiques perpétuelles. Pour comprendre comment nous avons été privés de cette solution, il faut remonter aux archives de l'année 1937, une année qui a marqué la fin d'une ère de savoir-faire millénaire. Le chanvre n'était pas une nouveauté exotique, c'était la base de la civilisation. En 1619, le gouvernement colonial de Jamestown avait édicté un décret rendant obligatoire pour chaque fermier de cultiver le chanvre. George Washington en parlait dans ses journaux avec une précision de botaniste, et Thomas Jefferson a même inventé une machine pour traiter les tiges, refusant de déposer un brevet pour que chaque citoyen puisse l'utiliser librement. Le chanvre a construit les voiles de la marine, les cordages des ports, et grâce à sa chaîne-vote, les murs des habitations rurales les plus robustes. Mais en 1937, 3 intérêts industriels massifs ont convergé pour briser cet élan. William Randolph Hearst, le titan de la presse, possédait des millions d'hectares de forêt pour ses usines de papier. Le chanvre produisait 4 fois plus de papier par acre que les arbres, avec moins de produits chimiques. C'était une menace existentielle pour son empire forestier. À ses côtés, l'entreprise DuPont, qui venait de breveter le nylon et les fibres synthétiques issues de la pétrochimie. Le chanvre, fibre naturelle gratuite et indestructible, était l'ennemi juré du plastique naissant. Enfin, Andrew Mellon, secrétaire au Trésor et principal financier de DuPont, a utilisé son influence politique pour placer son neveu par alliance, Harry Anslinger, à la tête du Federal Bureau of Narcotics. Ensemble, ils ont orchestré une campagne de désinformation d'une efficacité terrifiante. Ils ont pris le mot marijuana, un terme argotique alors inconnu du grand public, pour diaboliser la plante que tout le monde appelait le chanvre. Dans les journaux de Hearst, on lisait des récits inventés de crimes atroces commis sous l'influence de cette herbe du diable. Le public ne savait même pas qu'on parlait de la plante qui servait à fabriquer leurs cordes et leurs murs. La mystification scientifique qui a suivi est le chef-d'œuvre de cette manipulation. Lors des auditions de la loi sur la taxe sur la marijuana en 1937, l'American Medical Association s'est formellement opposée au projet de loi, affirmant que le chanvre était une ressource médicinale et industrielle vitale. Ils ont été purement et simplement ignorés. Les représentants de l'industrie du chanvre ont demandé du temps pour témoigner. On le leur a refusé. La loi n'a pas interdit le chanvre techniquement, elle l'a rendu administrativement impossible à cultiver. Pour obtenir le timbre fiscal nécessaire à la culture, vous deviez déjà posséder du chanvre, mais posséder du chanvre sans le timbre était un crime. Ce piège circulaire a tué l'industrie américaine en moins de 3 ans. Et pendant que le chanvre disparaissait des champs, il disparaissait aussi des mémoires. On a remplacé les murs qui respirent par des ossatures en pin traitées au chromate de cuivre arsénié, un poison, et par des isolants qui se tassent et perdent leur efficacité en moins de 15 ans. Le béton de chanvre, lui, ne demande aucune infrastructure lourde. Sa chimie est une danse silencieuse entre la chaux et le carbone. Le mécanisme est fascinant. CaOH2, la chaux éteinte, absorbe le CO2 de l'atmosphère pour redevenir du CaCO3, le calcaire. Durant ce processus, le mur devient littéralement une pierre artificielle qui emprisonne les fibres de chanvre dans une matrice protectrice. C'est un matériau qui respire la vapeur d'eau sans jamais la piéger, grâce à sa structure microporeuse. En physique, on parle d'hygroscopie. Le mur absorbe l'excès d'humidité ambiante et le rejette lorsque l'air s'assèche, maintenant un taux d'humidité constant de 50 à 55% à l'intérieur, idéal pour la santé humaine et mortel pour les acariens et les virus. Le facteur économique est ce qui finit par convaincre les plus sceptiques. Un entrepreneur vous facturera environ 3 000 € pour isoler une section de mur avec de la mousse synthétique, un produit qui commencera à se dégrader chimiquement dès la première décennie.
Le coût des matériaux pour la même section en béton de chanvre est d'environ 150 €. Ce n'est pas seulement moins cher, c'est un investissement sur plusieurs générations. Alors pourquoi personne ne le fait? Parce que les solutions simples ne nécessitent pas de chaînes d'approvisionnement complexes ni de brevets lucratifs. Elles ne génèrent pas de dépendance. Si vous voulez tester cette méthode, commencez par une petite structure ou une isolation par l'intérieur sur un mur existant. La recette est immuable. 3 volumes de chène-vote, 1 volume de liant de chaux hydraulique et 1 volume d'eau. On mélange jusqu'à ce que la fibre soit uniformément enrobée de lait de chaux, puis on tasse légèrement dans un coffrage. Ne compactez pas trop, c'est l'air emprisonné dans les fibres qui crée l'isolation, tandis que la chaux crée la structure. Après 48 heures, retirez le coffrage. Vous verrez une masse grise et texturée, encore tendre. Laissez-la tranquille pendant 4 semaines. Durant ce temps, le mur va littéralement manger le gaz carbonique de votre pièce pour se transformer en pierre. C'est une symbiose parfaite entre l'habitant et son habitat. L'idée que les solutions les plus efficaces avaient déjà été découvertes et puis délibérément enterrées n'est pas une théorie du complot, c'est l'histoire documentée de l'industrialisation. Nous avons troqué la pérennité contre la vitesse et la santé contre le profit des conglomérats chimiques. Mais ce savoir ne meurt jamais vraiment. Il attend simplement que quelqu'un soulève le voile. Aujourd'hui, avec la crise climatique et l'effondrement de la qualité des constructions modernes, le béton de chanvre émerge des cendres de 1937 comme une nécessité absolue. C'est un secret révélé qui redonne le pouvoir aux bâtisseurs et aux propriétaires. Le savoir ne survit que lorsqu'il est utilisé, et chaque mur de chanvre érigé est un acte de résistance contre un système qui veut vous voir vivre dans des boîtes jetables. Si vous ressentez que cette connaissance est vitale, sachez que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce que l'industrie a supprimé. Toutes les méthodes de scellage mural pour quelques centimes et les secrets d'élimination de l'humidité sont détaillés dans la chambre forte interdite. Le lien est dans la description ci-dessous. Abonnez-vous et partagez ce savoir avant qu'il ne tente de le verrouiller à nouveau. La transmission est notre seule défense. Restez attentifs, car dans la partie suivante, nous allons explorer comment cette technologie a survécu dans les grottes de l'Inde et pourquoi elle est la seule réponse viable aux incendies de forêt qui ravagent notre époque. Imaginez un instant que vous vous tenez devant une maison en proie aux flammes. Dans une construction moderne standard, la température grimpe à 800 degrés Celsius en moins de 10 minutes. À ce stade, les gaz de combustion s'enflamment spontanément au plafond. C'est le flashover. La structure en pin, traitée ou non, perd toute capacité portante et s'effondre comme un château de cartes, libérant au passage un nuage de cyanure et de monoxyde de carbone issus des cols et des isolants synthétiques. Maintenant, déplaçons-nous de quelques mètres vers un mur en béton de chanvre. La flamme d'un chalumeau industriel est braquée dessus à bout portant, à plus de 900 degrés Celsius pendant 1 heure entière. Le résultat est presque déconcertant. La surface noircit légèrement, une fine couche de carbone se forme, et c'est tout. Derrière le mur, la température n'a pratiquement pas bougé. Ce n'est pas seulement une question de sécurité incendie, c'est un affront direct à toute une industrie qui prospère sur la vulnérabilité de nos foyers. On nous a fait croire que la protection contre le feu nécessitait des produits chimiques complexes et des plaques de plâtre spécialisées, alors qu'une plante poussant en 100 jours, associée à de la pierre broyée, surpasse tout ce que la pétrochimie a produit de plus sophistiqué. Le contraste est violent. D'un côté, une technologie coûteuse qui échoue en 10 minutes. De l'autre, un savoir ancestral qui ne bronche pas après 1 heure de brasier. C'est ici que commence la véritable déconstruction du mensonge industriel. Pour comprendre la profondeur de ce secret, il faut plonger dans les archives silencieuses de l'archéologie préventive. En 2016, une équipe de scientifiques s'est rendue dans les célèbres grottes d'Ajanta, en Inde, un complexe de sanctuaires bouddhistes sculptés à même le roc entre le IIe siècle avant notre ère et le VIe siècle de notre ère. Ces grottes sont soumises à un environnement impitoyable, une humidité tropicale saturée et des inondations saisonnières massives lors de chaque mousson. Pourtant, les peintures murales et les plâtres décoratifs sont restés intacts pendant 1500 ans. En utilisant la microscopie électronique à balayage, les chercheurs ont découvert ce que personne n'attendait. Des fibres de chanvre étaient mélangées à la chaux dans une proportion précise de 10%. Cette présence n'était pas fortuite.
Le chanvre agissait comme un régulateur passif, empêchant les fissures de se propager et, surtout, inhibant toute croissance fongique. Pendant 15 siècles, alors que les empires naissaient et s'effondraient, ce mélange simple de terre et de plantes protégeait l'art et la mémoire de l'humanité contre l'érosion du temps. On retrouve cette même signature technologique dans les fondations des ponts mérovingiens en France, où le mortier de chanvre est ressorti de terre plus dure que la pierre de taille qu'il était censé lier. Ces exemples ne sont pas des anomalies historiques, ce sont les vestiges d'un système de connaissances cohérent, partagé par des civilisations qui n'avaient aucun lien entre elles, mais qui avaient toutes compris la même vérité physique fondamentale. Pourquoi cette efficacité dépasse-t-elle l'entendement moderne ? La démystification scientifique nous conduit au cœur de la microstructure de la chaîne Vogt. Au microscope, la tige de chanvre révèle des milliers de microcanaux longitudinaux. Ces canaux sont conçus par la nature pour transporter la sève avec une efficacité redoutable. Une fois coupée et mélangée à la chaux, cette structure tubulaire devient un piège à air et un régulateur d'humidité unique au monde. Lorsque l'humidité augmente dans une pièce, les capillaires du chanvre absorbent l'excès de vapeur d'eau par adsorption. Ce processus dégage une infime quantité de chaleur latente, aidant à maintenir la paroi tiède. Lorsque l'air devient trop sec, le processus s'inverse et le mur transpire doucement son humidité stockée, refroidissant la pièce par évaporation. C'est ce qu'on appelle un matériau hygroscopique à changement de phase. Mais la magie opère surtout grâce au liant. La chaux, éteinte, ou hydroxyde de calcium, entame sa carbonatation dès qu'elle est exposée à l'air. Elle absorbe le dioxyde de carbone, CO2, pour redevenir du carbonate de calcium, CaCO3. En clair, votre mur est une machine à transformer le gaz carbonique en pierre calcaire. Sur la durée de vie d'un bâtiment, 1 mètre cube de béton de chanvre peut séquestrer jusqu'à 325 kg de carbone. Contrairement au ciment Portland, dont la fabrication est l'une des sources les plus massives de pollution mondiale, le béton de chanvre nettoie l'atmosphère pendant qu'il durcit. Il ne sèche pas au sens conventionnel, il se pétrifie. Et comme le pH de la chaux reste fixé aux alentours de 12, aucune forme de vie microbienne ou d'insecte ne peut y survivre. C'est un environnement alcalin, stérile, sans aucune toxicité pour l'humain. Le facteur économique explique pourquoi ce savoir a été si violemment réprimé. L'industrie du bâtiment moderne est construite sur un modèle de cycle de remplacement court. Si un mur dure 500 ans sans entretien, où est le profit ? Aujourd'hui, le traitement de la moisissure est une industrie qui pèse plus de 20 milliards de dollars par an, rien qu'en Amérique du Nord. Les entreprises de désamiantage, de traitement fongicide et de pose de membranes synthétiques craignent par-dessus tout une solution que l'on peut fabriquer soi-même avec des ingrédients de base. En 1937, quand Mellon, Hearst et Dupont ont verrouillé le chanvre, ils n'ont pas seulement protégé leurs forêts et leurs brevets de nylon, ils ont instauré l'ère de la dépendance. Ils ont forcé le monde à adopter le système de la boîte scellée, des structures en bois fragiles, isolées par des laines minérales qui s'affaissent et s'humidifient, le tout recouvert de pare-vapeur en plastique qui emprisonne la condensation. C'est une recette parfaite pour la pourriture structurelle et les maladies respiratoires. Le béton de chanvre rend obsolètes les pare-vapeurs, les ventilations mécaniques complexes et les traitements chimiques contre les termites. Il court-circuite tout l'écosystème de la construction industrielle. 1 tonne de chêne Vogt coûte une fraction du prix d'un isolant synthétique haute performance, et pourtant, elle offre une durabilité infiniment supérieure. C'est une technologie de souveraineté individuelle, et c'est pour cela qu'elle a été étiquetée comme criminelle pendant près d'1 siècle. Si vous voulez appliquer cette méthode aujourd'hui, la règle d'or est la respiration. Le plus grand péché commis contre une paroi en béton de chanvre est de vouloir la recouvrir d'un enduit de ciment ou d'une peinture acrylique. Le ciment est imperméable. Il emprisonne l'humidité à l'intérieur de la matrice de chanvre, provoquant à terme la dégradation de la fibre. Pour que le miracle opère, le mur doit rester ouvert à la diffusion de la vapeur. Le guide pratique est simple. Utilisez uniquement des enduits à la chaux ou à l'argile. Sur une ossature bois existante, vous pouvez fixer des coffrages perdus ou temporaires. Mélangez votre chêne Vogt avec une chaux hydraulique naturelle, NHL, et un peu d'eau. La consistance doit être celle d'un couscous humide. Si vous serrez une poignée de mélange dans votre main, elle doit tenir sa forme sans laisser couler d'eau.
Tassez doucement ce mélange par couche de 10 à 15 cm. Pas besoin de vibration mécanique comme pour le béton standard. La légèreté est votre allié. Après quelques jours, la paroi est autoporteuse. Vous sentirez une odeur de terre et de pierre fraîche, le parfum d'une maison qui commence à vivre. Ce n'est pas seulement construire une paroi, c'est installer un poumon dans votre maison. La sensation de découvrir un tel secret est souvent accompagnée d'un sentiment d'injustice. Comment un matériau si parfait a-t-il pu être effacé de la conscience collective au profit de solutions qui nous empoisonnent et nous ruinent? La réponse est que le savoir ne survit que s'il est transmis et pratiqué. Les 3 hommes de 1937 pensaient avoir gagné, mais ils n'avaient fait que retarder l'inévitable. Les murs des grottes d'Adjanta sont toujours là pour témoigner. Les ponts mérovingiens sont toujours là. Et maintenant, votre compréhension de ce qu'est un véritable habitat est en train de changer. Ce n'est pas une simple alternative écologique, c'est la récupération d'une technologie souveraine. Nous avons rassemblé des guides encore plus précis sur les méthodes de scellage à l'argile et les barrières naturelles contre les nuisibles dans notre chambre forte. Le savoir est une arme, et il est temps de vous réarmer. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec ceux qui préparent un projet de vie, car chaque partage fissure un peu plus le mur de silence érigé par l'industrie. Dans la prochaine partie, nous aborderons la tragédie des incendies de 2025 et comment des architectes visionnaires utilisent ce matériau pour rebâtir sur les cendres de Los Angeles. Restez avec moi, le voyage dans la connaissance interdite continue. Imaginez un paysage de désolation, une banlieue entière réduite à un tapis de cendres grises. Nous sommes en 2025 et les incendies de forêt qui ont ravagé Los Angeles ont laissé derrière eux une leçon brutale que l'industrie du bâtiment refuse encore de formuler à haute voix. Dans ces quartiers dévastés, les structures modernes, même celles qui respectaient les normes les plus strictes de résistance au feu, ont fondu ou se sont effondrées en quelques minutes, emportant avec elles les souvenirs et la sécurité de milliers de familles. Né au milieu de ce chaos thermique, une poignée d'architectes visionnaires a commencé à pointer du doigt une solution qui ne vient pas de la pétrochimie, mais des champs de chanvre. Là où un entrepreneur vous facturera environ 3 000 € pour isoler une simple section de mur avec de la mousse de polyuréthane projetée, un produit qui non seulement dégrade sa performance thermique chaque année, mais libère des gaz hautement toxiques dès la moindre étincelle, le béton de chanvre propose une alternative radicale. Pour environ 150 € de matières premières, vous obtenez une paroi qui ne brûle pas, ne fond pas et ne dégage aucune fumée mortelle. Le contraste est presque absurde. Nous payons 20 fois plus cher pour une technologie qui garantit notre propre vulnérabilité, alors que la solution simple, bon marché et indestructible attendait dans les limbes de l'illégalité depuis près d'un siècle. Cette connaissance n'est pas une nouveauté, c'est une réclamation. En 1619, le gouvernement colonial de Jamestown n'avait pas seulement suggéré la culture du chanvre, il l'avait rendue obligatoire par décret. Chaque fermier de la colonie était légalement tenu de cultiver cette plante, car elle était le moteur physique de l'expansion. George Washington lui-même a consigné ses expériences avec le chanvre dans plus de 90 entrées de ses journaux intimes, fasciné par la robustesse de la fibre. Thomas Jefferson, quant à lui, a conçu un outil de traitement mécanique pour séparer la chaîne vote de la fibre, refusant catégoriquement de le breveter, pour que chaque citoyen puisse y accéder librement et sans coût. Toute la marine américaine a été construite sur le chanvre, chaque voile qui captait le vent, chaque corde qui maintenait les mâts, et pendant que les fibres servaient à conquérir les océans, le cœur boisé de la plante, ce que nous appelons aujourd'hui la chaîne vote, servait de matière première pour des murs capables de traverser les millénaires. Nous avons jeté ce trésor comme un déchet pendant 3 siècles, oubliant que nos ancêtres bâtissaient des structures qui ne demandaient aucune réparation. Ce savoir a été délibérément effacé pour être remplacé par un système de consommation et de dégradation, une dépendance orchestrée par ceux qui possédaient les forêts de bois d'œuvre et les brevets chimiques. Pour comprendre pourquoi ce matériau est une anomalie physique, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de la paroi durant les mois qui suivent sa pose. Ce n'est pas une simple évaporation de l'eau, c'est une métamorphose minérale. Les chimistes appellent cela la carbonation de la chaux. Pendant que vous vivez dans votre maison, le liant du mur absorbe activement le dioxyde de carbone présent dans l'air.
Sur une période de plusieurs mois et parfois jusqu'à 12 années complètes, la chaux se convertit progressivement en carbonate de calcium, redevenant physiquement de la pierre calcaire. Chaque année qui passe laisse le mur mesurablement plus dense et plus dur qu'auparavant. Là où une maison conventionnelle perd sa valeur et son intégrité structurelle à chaque décennie qui s'écoule, une maison en béton de chanvre se pétrifie et se renforce. La paroi n'est plus un simple mélange de fibres et de liants. Elle devient une structure minérale monolithique qui séquestre environ 325 kg de carbone par mètre cube. Votre maison ne se contente pas de vous protéger. Elle agit comme un puits de carbone permanent, améliorant passivement l'atmosphère, alors que les bétons modernes ne font que l'alourdir de leurs émissions massives lors de leur production. Mais alors, pourquoi cette technologie a-t-elle disparu de l'usage de masse? La raison est purement économique et cynique. Dans les années 1930, l'industrie du chanvre était sur le point de transformer radicalement l'agriculture mondiale grâce à une machine capable de traiter la plante à une vitesse industrielle pour un coût de production de seulement 1/2 centime par livre. Le magazine Popular Mechanics prédisait que le chanvre deviendrait la ressource agricole la plus importante d'Amérique. C'est à ce moment précis que 3 puissances industrielles ont agi. William Randolph Hearst, qui possédait d'immenses forêts et des usines de papier dépendantes de la pulpe de bois, voyait dans le chanvre une menace fatale pour son empire forestier. La société DuPont, ayant breveté le nylon et développant des plastiques synthétiques, ne pouvait tolérer une fibre naturelle supérieure et presque gratuite. Andrew Mellon, secrétaire au Trésor et banquier de DuPont, a utilisé son levier politique pour instaurer la Marijuana Tax Act en 1937. Ils ont piégé les fermiers dans un labyrinthe administratif. Pour obtenir le timbre fiscal de culture, il fallait déjà posséder du chanvre. Mais en posséder sans timbre était illégal. En 3 ans, une industrie millénaire a été éradiquée du paysage, remplacée par des matériaux nécessitant des rachats constants, des traitements chimiques et une infrastructure industrielle lourde que personne ne peut reproduire chez soi. Le guide pratique pour briser cette dépendance commence aujourd'hui, car la législation a enfin cédé sous le poids de l'évidence. Depuis décembre 2018, le chanvre est à nouveau légal au niveau fédéral, et en 2022, le béton de chanvre a été officiellement approuvé sous les codes de construction standards. Le processus pour appliquer ce matériau sur un mur existant est à la portée de tout individu déterminé. Sourcé de la chènevotte auprès d'un transformateur agréé, le mélange idéal est de 3 parts de chènevotte pour 1 part de liant à la chaux hydraulique et 1 part d'eau. Paquez ce mélange dans des coffrages installés autour de votre ossature en bois. Retirez les coffrages après 48 heures. Le mur tiendra sa forme. Laissez ensuite la surface exposée à l'air libre pendant au minimum 4 semaines pour que la carbonatation s'enclenche. C'est ici que l'erreur fatale doit être évitée. N'utilisez jamais d'enduit au ciment. Le ciment est une membrane imperméable qui étoufferait le mur, piégeant l'humidité et stoppant le processus de respiration naturelle. Utilisez exclusivement des plâtres à la chaux respirants, qui permettent au cycle du carbone et de l'humidité de se poursuivre pendant des décennies. La sensation d'un secret révélé est puissante, mais elle s'accompagne d'une responsabilité, celle de la transmission. Nous avons été forcés d'oublier que les solutions les plus efficaces pour notre survie et notre confort ne se trouvent pas dans un catalogue de produits chimiques, mais dans la collaboration patiente avec la biologie et la géologie. Le béton de chanvre n'est pas seulement un matériau de construction, c'est un acte de sécession vis-à-vis d'une industrie qui profite de la fragilité de nos maisons. Ce savoir a survécu dans les grottes de l'Inde et dans les archives cachées des bâtisseurs européens, attendant que nous soyons prêts à regarder à nouveau. Si cette plongée dans les technologies oubliées a ouvert une porte pour vous, abonnez-vous à Forbidden Camping. Partagez ce savoir avec ceux qui s'apprêtent à construire ou à rénover, car chaque partage est une pierre posée pour reconstruire ce que 3 hommes ont tenté d'effacer il y a 85 ans. Tout ce qu'ils ont enterré, des méthodes de scellage mural pour quelques centimes, aux barrières antinuisibles sans produits chimiques, se trouve dans notre chambre forte, accessible via le lien en description. Restez avec moi, car la dernière partie de cette enquête va révéler comment ce matériau pourrait bien être l'unique bouclier capable de nous protéger des crises climatiques à venir, et comment il transforme déjà le visage de l'autonomie moderne. C'est ici que tout converge. Ce que vous venez d'apprendre n'est pas une simple curiosité historique ou une alternative écologique pour quelques passionnés.
C'est la preuve matérielle d'un braquage industriel qui dure depuis près de 9 décennies. Regardez bien les murs qui vous entourent en ce moment même. S'ils sont faits de plaques de plâtre, de laine de verre et de montants en pin traité, vous vivez dans une structure dont la fin est déjà programmée. Le conflit fondamental de l'homme moderne est là. Nous avons été conditionnés à accepter la fragilité comme une norme. Nous dépendons de systèmes de chauffage complexes, de climatiseurs énergivores et de produits chimiques toxiques pour maintenir un semblant de confort. Tout cela parce que nous avons oublié comment construire avec la Terre. Comparez cela une dernière fois. Un entrepreneur moderne vous facturera 3 000 € pour une isolation par injection qui se tassera, s'humidifiera et finira par libérer des composés organiques volatiles dans vos poumons. Pour 150 € de chènevotte et de chaux, vous pouvez ériger une paroi qui non seulement régule votre humidité gratuitement, mais qui se transforme littéralement en pierre protectrice sous vos yeux. C'est l'opposition brutale entre une technologie de consommation, conçue pour être rachetée, et une technologie de souveraineté, conçue pour durer 1000 ans. L'archive historique que nous avons rouverte aujourd'hui est sans équivoque. En 1619, le gouvernement de Jamestown n'avait pas simplement autorisé le chanvre, il l'avait imposé, parce qu'il savait que sans cette plante, aucune civilisation ne pouvait s'ancrer durablement sur un nouveau territoire. George Washington, dans ses 90 notes de journal, ne suivait pas seulement une culture de rente, il suivait la colonne vertébrale de l'indépendance matérielle. Thomas Jefferson, ce génie de l'autonomie, a conçu un outil de transformation du chanvre et a refusé de le breveter pour une raison précise. Il voulait que chaque citoyen possède les moyens de sa propre construction, sans dépendre d'un monopole. La marine américaine, la force même qui a forgé une nation, reposait sur des milliers de tonnes de chanvre. Les fibres pour les voiles et les cordages, et la chènevotte pour les structures. Tout était là. Mais en 1937, 3 hommes, William Randolph Hearst, l'empereur de la presse et du bois, l'entreprise Dupont, pionnière du nylon synthétique, et Andrew Mellon, le banquier qui finançait tout ce système, ont décidé que votre maison devait devenir un produit périssable. Ils ont orchestré une fraude industrielle de manuel, transformant une plante sacrée en un crime fédéral par le biais d'une taxe impossible à payer et d'une campagne de peur absurde. Ils n'ont pas seulement banni une plante, ils ont enterré la capacité des individus à construire des foyers indestructibles et autonomes. La science, elle, ne ment pas. Elle attend simplement d'être redécouverte. Le mécanisme de carbonatation de la chaux est une merveille de chimie passive. Lorsque vous mélangez la chènevotte, la chaux et l'eau, vous ne créez pas un séchage par évaporation. Vous déclenchez une réaction chimique qui capte le dioxyde de carbone de l'air pour reformer du carbonate de calcium, CaCO3. C'est un cycle de vie minérale. Pendant que le reste du monde s'inquiète des émissions de carbone, votre mur en respire et le transforme en pierre dure. En plus de cela, le pH de 12 maintenu par la chaux est une barrière biologique absolue. Aucun champignon, aucune moisissure ne peut survivre à ce niveau d'alcalinité. Et pour les insectes, du termite au capricorne, le mur est littéralement une muraille de pierre impénétrable. Lors des tests de feu les plus rigoureux, alors que les ossatures en pin s'effondrent en 10 minutes sous 925 degrés Celsius, le béton de chanvre reste debout, imperturbable, pendant plus d'1 heure. Il ne brûle pas, il ne fume pas, il protège. C'est une classe A de protection incendie obtenue sans une seule goutte de retardateur de flamme chimique. C'est la nature qui protège la nature. Le facteur économique de cette suppression est la clé du mystère. Si tout le monde savait qu'une maison peut gagner en valeur structurelle et en dureté chaque année au lieu de se dégrader, l'industrie de la rénovation et de l'assurance s'effondrerait. On vous maintient dans l'ignorance parce que la simplicité n'est pas rentable pour les conglomérats. On préfère vous vendre des barrières de vapeur en plastique qui emprisonnent la condensation et nourrissent les colonies de moisissures cachées derrière vos murs. C'est un cycle de maladies et de dépenses que le béton de chanvre brise net. En permettant à l'humidité de transiter librement à travers la paroi sans jamais condenser, ce matériau gère l'hygrométrie de votre foyer mieux que n'importe quel système de ventilation mécanique contrôlé. C'est une technologie qui ne demande aucune électricité, aucune maintenance, aucun contrat. Si vous voulez passer à l'action et tester ce savoir par vous-même, le guide est direct. Ne cherchez pas de solutions complexes en magasin de bricolage, sourcez de la chènevotte brute auprès d'un producteur local.
Mélangez 3 parts de cette chaîne-vote pour une part de chaux hydraulique naturel, NHL 3,5 ou 5, et une part d'eau. La texture doit être celle d'une terre humide qui agglomère sous la pression de la main sans libérer d'eau. Installez vos coffrages autour de votre structure bois, tassez légèrement, ne compactez pas à outrance car l'air emprisonné est votre isolant, et retirez les planches après 48 heures. À partir de là, le temps est votre allié. Laissez le mur respirer l'air ambiant pendant 4 semaines minimum avant d'appliquer un enduit de protection qui doit être impérativement à base de chaux ou de terre. Ne scellez jamais ce mur avec du ciment ou des peintures plastifiées. Si vous respectez cette respiration, votre mur vous survivra et survivra à vos enfants. Nous arrivons au terme de cette enquête, mais ce n'est que le début de votre propre chemin vers la souveraineté. En 2025, alors que les flammes dévoraient Los Angeles, les rares architectes qui avaient osé utiliser le béton de chanvre ont vu leur structure rester debout parmi les ruines fumantes. Ce savoir n'est pas mort en 1937. Il a été préservé dans les grottes d'Inde, dans les ponts de France et dans les fermes de Belgique. Aujourd'hui, nous le faisons remonter à la surface. Le savoir ne survit que lorsqu'il est utilisé. Si vous avez ressenti que cette vérité est essentielle, ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous à Forbidden Camping si ce saut dans la connaissance interdite a changé votre regard sur le monde. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'apprête à faire un choix pour son foyer. Chaque partage est un acte de résistance contre le silence imposé par Hearst, Dupont et Mellon. Tout ce qu'ils ont travaillé si dur à enterrer, les méthodes de scellage mural pour quelques centimes, les secrets d'élimination de l'humidité et les barrières anti-nuisibles naturelles, tout cela est compilé dans notre chambre forte exclusive de guides interdits. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description. Ouvrez ce qu'ils ont verrouillé. Prenez soin de vos murs, et ils prendront soin de vous. À bientôt pour une nouvelle plongée dans ce que l'industrie a voulu effacer.